Bonjour, merci d'être venus si nombreux, merci à la bibliothèque Vaclav Havel de nous accueillir. Je m'appelle Raphaël Fischmann, donc je travaille à la CIMAD et je suis le rédacteur en chef de notre revue Cause Commune qui organise aujourd'hui ce débat sur la question des réfugiés climatiques et de leur protection. Juste, je vais vous dire deux mots sur notre revue Cause Commune et la CIMAD. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui existe depuis 1939 et qui défend les droits des migrants, des réfugiés, de leurs familles, qui défend les personnes menacées d'expulsion, les personnes enfermées en prison ou dans les centres de rétention. Et tous les trimestres, nous publions cette revue Cause Commune pour porter un autre regard sur les questions migratoires. Et tous les 3 mois, donc, on présente un dossier, vous pourrez feuilleter les 4 derniers numéros qui sont sur la table sur des thématiques migratoires avec un traitement de l'information un peu différent de ce que vous lisez dans la presse généraliste. Des reportages, donc des débats comme aujourd'hui, de l'analyse et des portraits de militants engagés également. Et sans transition, du coup, je laisse la parole à Dominique Chibaud, journaliste de l'équipe, qui va mener le débat avec nos invités. Et donc vous retrouverez ce débat enregistré sur notre site assez rapidement et surtout retranscrit dans les pages de la revue avec d'autres articles sur la thématique. Bon débat, à bientôt. Merci, bonjour. Très heureux de vous accueillir à mon tour, aussi nombreux. Très heureux aussi d'accueillir notre personnalité invitée que je vais vous présenter dans quelques instants. C'était en effet intéressant pour la CIMAD de se pencher sur ce dossier qui va de plus en plus être d'actualité puisque les questions liées à l'environnement sont elles-mêmes de plus en plus dans nos préoccupations, nous, les hommes et les femmes sur Terre. Mais ce n'est pas nouveau. On sait bien qu'il suffit de lire Candide dans Voltaire pour savoir qu'on faisait allusion au déplacement de population à l'occasion du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Donc il me semble, je ne suis pas un expert, mais pour avoir un petit peu potassé la question avant de venir ici, je me rends compte que c'est une question de toute époque, puisque les questions liées à l'immigration et à l'environnement sont bien entendu en quelque sorte naturelles. Si ces questions ont pris plus d'ampleur, on le sait aussi à l'heure actuelle, c'est parce que bien entendu il y a plus de raisons pour les hommes de considérer qu'il y a des catastrophes naturelles et qu'à côté il y a aussi tout ce que peut faire de bien ou de mal la nature humaine, mais c'est aussi parce que nous sommes dans un environnement beaucoup plus mondialiste avec des conséquences beaucoup plus internationales. Là-dessus, il y a des débats, forcément, il y a des polémiques. Je laisserai nos invités parler des débats sur les chiffres, puisqu'il y a beaucoup de chiffres, il y a un petit peu tout, peut-être n'importe quoi, sur le fait qu'on parle aujourd'hui de 25 millions de personnes qui sont victimes, en quelque sorte, de ces causes environnementales, et qu'elles pourraient être de 250 millions en 2050. Tout ça, ces chiffres-là sont à vérifier auprès de nos experts, on en parlera. Alors, nos experts, qui c'est? Eh bien, ce sont à la fois 2 personnes qui sont des bonnes connaisseuses de ces dossiers-là, mais qui ont des profils différents. Et grâce à vous, qui pourrez intervenir après nos échanges, nous pourrons, je pense, mener cette réunion de façon tout à fait positive. Fernanda de Sales Capdeville, bonjour. Vous êtes originaire du Brésil, vous êtes avocate et consultante en droit de l'environnement. Donc, Fernanda travaille et a travaillé à la fois en Amérique et en Europe, même si elle est basée à l'heure actuelle en France. Et vous êtes aussi membre du CIDCE, le Centre international de droit comparé de l'environnement. Et donc vous travaillez bien entendu sur ces questions-là et vous êtes consultant par rapport à divers organismes internationaux. Bienvenue. Elnette Guébret, bonjour, vous êtes doctorante à l'Université de Toulouse à Grenoble et vous aussi vous êtes une spécialiste puisque vous travaillez sur ces déplacements climatiques et donc sur tout l'environnement juridique lié à ces déplacements. Donc, toutes les deux, je pense qu'il sera intéressant que l'on dise d'abord de qui on parle, c'est-à-dire sont-ce des réfugiés comme les autres, sont-ce des sinistrés, et de quelle sorte, quelle est leur particularité. Le vocabulaire est important pour définir la population dont on va parler aujourd'hui. Le vocabulaire est aussi important pour savoir de quelles causes on parle, c'est-à-dire les causes naturelles, les tsunamis, les tremblements de terre, mais aussi les causes liées à l'homme, déforestation, désertification. Donc, selon les terrains, je me suis bien rendu compte que le vocabulaire est important, selon qu'il s'agit de causes d'ordre climatique, d'ordre écologique, d'ordre environnemental. J'ai bien vu que pour les experts, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça sera bon aussi de préciser.
Et puis après, donc, nous pourrons aller sur le terrain plus juridique, c'est-à-dire, en fait, pour protéger ces personnes, est-ce qu'il faut un droit particulier? Il existe une convention de Genève, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'il faut constituer un statut particulier pour ces personnes réfugiées pour des raisons climatologiques ou des raisons environnementales? Ça, ce sont nos experts qui travaillent sur ces questions juridiques qui pourront aussi nous apporter quelques éclairages. Voilà. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est que vous nous disiez chacune à son tour, en 2-3 minutes, pour vous, quel est le bon vocabulaire? D'abord, est-ce qu'il faut parler de réfugiés, de sinistrés, de déplacés? Parce que ça peut être volontaire ou pas volontaire, ça peut être collectif, individuel. Quel est le bon vocabulaire pour vous, Fernanda? Tout d'abord, bonjour, je voudrais remercier la CIMAD pour cette invitation et à vous tous pour l'intérêt apporté au débat qui va se réaliser ici aujourd'hui, très important sur cette question de la protection des réfugiés. Je vais mettre entre guillemets parce qu'on va discuter ça maintenant. Moi, je suis ici pour représenter le Centre international des droits comparés de l'environnement, RESAMA, c'est le réseau sud-américain pour les migrations environnementales. Et la position de ces deux institutions est très claire, on n'utilise pas les termes réfugiés, on utilise les termes déplacés environnementaux. Pourquoi? Parce que les réfugiés font mention à un statut très spécifique qui résulte de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, qui s'applique aux personnes qui ont fui une persécution politique avec des graves violations des droits de l'homme. Alors, ces statuts de Genève, ils ne s'appliquent pas aux déplacements provoqués par des questions environnementales. Après, il y a toute une discussion, il n'y a pas un consensus entre les chercheurs, entre les organisations internationales qui travaillent avec le sujet, sur les termes à utiliser. On voit très souvent l'utilisation de ces termes réfugiés dans un sens plus large, pas spécifiquement de la Convention de Genève. Et on voit aussi des chercheurs qui commencent à changer d'avis parce qu'ils trouvent que les termes réfugiés, il a quand même une force. Il a du sens pour la population en général. Quand on parle des déplacés environnementaux, peut-être les gens ne se rendent pas compte de l'ampleur du problème ou de la souffrance de ces personnes. Et quand on parle des réfugiés, tout de suite, ça nous parle parce qu'on vit cette situation, on connaît des réfugiés politiques, etc. Il y en a plus de facilité de faire les liens entre cette question et la question des personnes qui sont obligées de se déplacer en conséquence des bouleversements de leur environnement. Alors, il y a quelques chercheurs qui n'utilisaient pas l'expression des termes réfugiés et qui l'utilisent maintenant. Ils commencent même à dire que les changements climatiques, c'est aussi une forme de persécution politique, vu que c'est quelque chose provoqué par l'action humaine, vu qu'il y a des pays qui sont plus responsables que d'autres, et qu'il y a des peuples qui n'ont pas contribué pour ces changements climatiques, et aujourd'hui sont les principales victimes, comme les populations des îles comme Kiribati, les Maldives, etc. Alors, à réfléchir sur cette question-là. En ce qui concerne les travaux du Centre international des droits comparés de l'environnement, on a développé un projet de convention sur ces sujets, tenant compte du vide juridique qui se présente aujourd'hui. Ces personnes n'ont aucune protection dans les droits internationaux. C'est pour ça qu'on ne sait pas quelle définition utiliser, parce qu'il n'y a pas une norme qui dit ce sont des réfugiés, ce sont des déplacés, etc. Et le choix alors a été fait pour l'expression déplacés environnementaux, qui est aussi utilisée pour les organismes des Nations Unies aujourd'hui. Après, il y a d'autres propositions des projets de normes internationales qui vont tout à fait faire référence au terme réfugiés, comme un projet de convention que nous avons d'initiative de l'Université de Harvard, qui c'est sur les réfugiés climatiques. Une autre question à se poser aussi, c'est ces déplacés environnementaux, s'ils ont envie d'être considérés comme des réfugiés. Et dans un premier moment, le président des îles Kiribati, il avait dit que ça les déplaisait, parce qu'il ne voulait pas être considérés réfugiés. Ils voulaient une autre catégorie plus adaptée à leur situation, qui c'est un peu différent. Il faut considérer, comme ça a été bien mentionné au début aussi,
qui est les déplacements environnementaux. Ils peuvent être aussi volontaires, ils peuvent être aussi comme une mesure de prévention avant une catastrophe ou avant la montée du niveau de la mer, etc. Alors, quand c'est volontaire, on a la tendance à parler des migrants, de migration, parce qu'elle était une mesure volontaire, pas provoquée par une persécution ou pour une urgence humanitaire. Alors, toutes ces questions, il faut considérer, et comme vous pouvez constater, il n'y a pas une réponse. Ça dépend des lignes de recherche de chacun. Et je laisse clair alors que les deux organisations que je représente ici, elles n'utilisent pas les termes réfugiés. Alors, est-ce que sur ces questions de vocabulaire, vous avez un point de vue différent? Vous partagez le fait que ce soit compliqué de mettre tout le monde dans le même panier, en quelque sorte, entre guillemets? Vous avez parfaitement raison, parce que tous ces termes-là ne sont pas interchangeables, parce qu'ils ont des implications d'un point de vue juridique qui sont très différentes. Que l'on parle de migrants, vous l'avez très bien évoqué, cela se réfère au caractère volontaire du mouvement, donc il y a un risque d'assimilation de ces personnes-là qui sont contraintes de se déplacer avec les migrants économiques, donc d'où de susciter la méfiance éventuellement des États d'accueil. Le terme de réfugié est engagé certes politiquement, comme tu l'as très bien précisé Fernanda, parce que c'est en quelque sorte une provocation, surtout aux États qui sont responsables des changements climatiques, mais malheureusement, c'est un terme qui est réservé à une catégorie de personnes spécifiques en droit international. Donc, donc l'emploi de ce terme de réfugié est juridiquement erroné. Lorsque l'on vient sur le terrain du terme déplacé, c'est ce que moi j'ai choisi d'utiliser dans mes travaux de recherche, parce qu'il me paraît juridiquement neutre, puisqu'il englobe à la fois les déplacements internes et les déplacements interétatiques. Et il ne faut pas oublier, on a souvent tendance à, lorsqu'on popularise le terme de réfugié climatique, on crée aussi la méfiance des potentiels états d'accueil, sauf que il faut savoir que les déplacements liés aux causes environnementales provoquent tout d'abord des déplacements de nature interne. Donc, quand on examine les statistiques, tout d'abord, il ne faut pas craindre plus très important, massif de personnes qui seront amenées à être déplacées par des causes environnementales, parce que ces personnes se déplacent au niveau, la plupart du temps, au niveau à l'échelle interne, à la limite à l'échelle régionale, mais non, jusqu'à maintenant en tout cas, à l'échelle internationale. Donc, encore une fois, le terme déplacé est plutôt gagnant. Et lorsqu'on examine le volet, donc l'adjectif environnemental, écologique, climatique, il y a encore une fois un débat parce que certains estiment que limiter la terminologie ou la protection éventuellement aux déplacés pour cause environnementale ou cause écologique serait donc, engloberait un vaste, en fait, beaucoup de catégories, alors que le terme de réfugié climatique se limiterait spécifiquement aux personnes déplacées par les impacts des changements climatiques. Donc ça, c'est les catastrophes naturelles hydrométéorologiques soudaines comme les ouragans et aussi les catastrophes à déclenchement lent comme la désertification ou la fameuse montée des niveaux des eaux. Donc le terme, donc, pour simplifier, le terme environnemental et le terme écologique est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que le terme climatique, parce qu'il engloberait aussi les personnes déplacées par les catastrophes industrielles, Tchernobyl par exemple, ou les catastrophes, les personnes aussi déplacées par les grands projets de développement, les grands barrages, etc. Donc, si je comprends bien, c'est difficile parce qu'en effet, il peut y avoir des déplacés volontaires et d'autres qui sont bien entendu obligés d'être déplacés. C'est difficile parce que, comme vous le dites, et ça me fait penser aux questions et aux préjugés sur les migrants, on dit toujours à la CIMAD que les migrants, ce n'est pas des vagues qui viennent du sud vers le nord, mais c'est souvent des migrations qui sont internes, par exemple, à l'Afrique. Là, c'est pareil, il y a la plupart des déplacements, vous dites, c'est à l'intérieur des États, donc c'est ça qui est important. Et vous venez de faire allusion à tous les quelques-uns des cas possibles. Comment peut-on donc traiter à la fois en même temps des victimes de Tchernobyl, des grands barrages en Chine, de la désertification, de la déforestation?
comment peut-on en effet trouver un point commun pour aborder ces questions-là de déplacés? Fernanda et Mehmet après. C'est pour ça que nous, on préfère parler des déplacés environnementaux et pas travailler spécifiquement avec les personnes déplacées en conséquence du changement climatique, parce que c'est très restreint et c'est très difficile aussi à caractériser, à dire clairement avec des critères très clairs. Ces déplacements étaient provoqués uniquement par les changements climatiques. Alors imaginons qu'on fasse un accord international sur les déplacés en conséquence du changement climatique, et là on va laisser dehors justement toutes les personnes qui ont été déplacées pour d'autres causes, pour les accidents industriels comme au Fukushima, ou pour les grands projets de développement comme on a au Brésil dans ces moments, les barrages de Belo Monte, que peut-être vous avez déjà entendu parler. Les choix faits par Limoges, quand ce projet de convention internationale a été élaboré, c'est de travailler déplacés environnementaux pour aborder tous les types de déplacements liés à des questions environnementales. Ça peut être des événements soudains, on va parler des catastrophes naturelles, etc., ou aussi des situations, des changements de l'environnement à long terme, comme c'est le cas de désertification, de montée du niveau de la mer, etc. Il ne faut pas rester restreint à la question du changement climatique. Une autre question aussi, c'est de faire un accord international qui s'applique aux déplacés internes et aux personnes déplacées au-delà des frontières de leur pays. Ça, c'est très important, comme vous avez bien mentionné, parce que la plupart des déplacés environnementaux dans ces moments sont des déplacements internes et à long terme, ça peut être plutôt des déplacements régionaux. Alors, il faut que ces nouveaux cadres juridiques internationaux ne soient pas centrés sur la question des déplacements au-delà des frontières, qui c'est un cas qui va être plus rare, plus spécifique, mais qui travaille les problèmes de toutes les personnes déplacées en conséquence de bouleversement de leur environnement. Alors, on va vérifier que la plupart des propositions qu'on a dans ces moments de réglementation de la question au niveau international est limitée à la question du changement climatique. Je pense que c'est peut-être une façon d'attirer l'attention, ça serait plus facile, ou peut-être d'arriver à un accord au niveau international, vu que les cas de déplacements provoqués par le changement climatique, ils vont être beaucoup plus difficiles à prouver que les déplacements environnementaux en général, qui vont englober aussi cette question des grands projets de développement, qui c'est toujours un problème avec les gouvernements, les États, d'accepter, d'imposer des obligations là-dessus. Alors, la position du CDC et des ESAMA, c'est toujours travailler une idée des déplacements environnementaux plus élargie possible pour ajouter toutes ces catégories-là, et non seulement les déplacés en conséquence du changement climatique, et aussi en abordant toujours, essayant de protéger toujours les déplacés internes et les déplacés externes. Il faut qu'on dise aussi que pour les déplacés internes, nous n'avons pas une norme contraignante, mais nous avons des principes qui ont été établis au niveau de l'ONU pour garantir, pour protéger les droits de l'homme de ces personnes, et qui considèrent aussi les déplacements provoqués par des questions environnementales, comme par exemple les catastrophes naturelles. Mais ils s'appliquent seulement aux déplacés internes. Ils ne sont pas des principes contraignants. Il faut que chaque pays réglemente cette question au niveau interne à partir de ces principes qui sont établis au niveau international. Donc on voit bien la difficulté à cerner les populations concernées. Il y a aussi le problème, c'est que ce n'est pas forcément que des raisons environnementales ou écologiques. Il peut y avoir un mélange avec des raisons d'ordre politique, social ou économique. C'est pas facile de faire la distinction parce que parfois les causes sont mélangées. Exactement. Donc en fait d'ailleurs il y a une catégorie, une sous-catégorie parmi les catégories de réfugiés environnementaux ou climatiques, une catégorie
des personnes déplacées par ce qu'on appelle les attaques indirectes des facteurs environnementaux, comme par exemple les personnes déplacées par des conflits exacerbés ou provoqués par les tensions qui seraient nées de la distribution des richesses ou même du partage de certaines ressources naturelles. Donc là encore une fois, souvent les facteurs environnementaux agissent comme des facteurs qui multiplient les vulnérabilités socio-économiques déjà existantes et qui peuvent provoquer des conflits. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas faire abstraction de la cause environnementale qui peut soit aggraver certaines vulnérabilités socio-économiques déjà existantes, soit les provoquer. Donc cette question se pose légitimement parce qu'il y a des conflits qui auront ou qui ont déjà une cause environnementale. Ce n'est pas encore avéré par des études approfondies, mais certains spécialistes évoquent aussi que la crise syrienne, le conflit syrien, aurait quelque part une source, une cause environnementale. Donc la crise environnementale est, on peut dire, au cœur de tous les problèmes. Comme le problème de l'eau au Moyen-Orient. Fernand, vous disiez tout à l'heure que tout ça, c'est aussi lié, cette actualité, au réchauffement climatique et donc à tous les débats de politique internationale liés là-dessus. Et je me disais, en somme, est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas plus aisément du réfugié, alors appelons-le environnemental, ou certains disent le réfugié vert, entre guillemets. Est-ce que c'est pas plus facile, en effet, aujourd'hui, de s'intéresser à cette cause que de rester sur les causes plus anciennes, entre guillemets, je dis toujours, les causes de migrants, d'ordre politique ou d'ordre économique, parce que là c'est nouveau et c'est lié à ce débat. Aujourd'hui, il y a un débat sur le réchauffement climatique, donc du coup on prend conscience qu'il y a forcément des victimes de ce réchauffement climatique. C'est peut-être plus facile aujourd'hui d'y avoir une visibilité là-dessus. Ça, il faut faire très attention pour qu'on va utiliser ici, bon, réfugiés climatiques, ça ne devienne pas une catégorie à part avec quelques privilèges par rapport à d'autres types d'immigration, justement parce que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, avec la conférence sur le climat qui est venue ici à Paris, etc. En même temps, comme ce n'est pas une question, c'est immédiat, si on voit les chiffres, je peux vous donner les chiffres, on voit que c'est un problème. On peut quand même peut-être évoquer l'histoire des chiffres, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu tout qui circule en matière de chiffres. Alors quels sont vos avis là-dessus? Bon, tout d'abord, on n'a pas un chiffre exact du nombre de personnes déplacées en conséquence du changement climatique. Il y a des prévisions pour 2050, entre 150 et 300 millions de personnes déplacées, mais ce sont des spéculations. Ce qu'on a, c'est le nombre de personnes déplacées en conséquence des catastrophes naturelles. Ça, ce sont des chiffres très exacts. Et on voit que dans les 7 dernières années, 184,6 millions de personnes ont été déplacées en conséquence des catastrophes naturelles, avec une moyenne de 26,7 millions de déplacés. Bien sûr, là, on peut établir une relation avec les changements climatiques, vu l'impact de ces changements sur l'intensification des effets des catastrophes et aussi de la fréquence de ces catastrophes. Par exemple, en 2014, on a eu 19,3 millions de personnes déplacées en conséquence des catastrophes naturelles et 92% de ces déplacements ont été provoqués par des catastrophes liées au climat. Une autre étude récente de 2015 faite par l'Organisme des Nations Unies qui s'occupe du sujet de réduction des risques de catastrophes indique que 90% des catastrophes naturelles des 20 dernières années sont liées au climat. Alors même si ces chiffres-là de personnes déplacées ne sont pas reconnus comme des chiffres des déplacés climatiques, on peut toujours faire cette relation, cette liaison. Après, la question d'établir quand une migration a été provoquée exclusivement pour des questions environnementales, c'est un des grands problèmes pour les personnes qui travaillent là-dessus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de chiffres.
même en dehors des changements climatiques, on n'a pas des chiffres exacts sur les migrants environnementaux. Parce que, comme Annette a bien dit, il y a toujours des causes multiples de ces déplacements, notamment quand il est volontaire. Alors, c'est vrai que la plupart des cas, ils sont identifiés comme des migrants économiques. Mais en fait, il y a une question environnementale qui a provoqué cette crise économique ou cette crise politique. Par exemple, au Brésil, on a reçu beaucoup de migrants haïtiens après les tremblements de terre de 2010. Il n'y a pas eu une reconnaissance au niveau institutionnel au Brésil de ces migrants-là comme des migrants environnementaux. Ils ont été plus classés comme une espèce de migration humanitaire. Mais on peut dire, est-ce que c'était seulement les tremblements de terre qui a provoqué ces déplacements, ou c'est déjà parce que les pays il avait beaucoup de problèmes économiques, des droits de l'homme, etc., qui ont empêché ces pays de se reconstruire ou d'aider les victimes de cette catastrophe, de reprendre leur vie, leurs activités économiques, etc. Alors ça, c'est un des plus grands problèmes, je pense, qu'on va faire face au moment de créer un statut juridique pour les déplacés environnementaux. C'est vraiment établir les critères pour que ces déplacements-là ou un type d'immigration soit reconnu vraiment comme une migration environnementale et pas comme une migration économique ou due à des conflits ou d'autres causes. Parce que c'est surtout la cause la plus apparente, comme la crise économique, la crise politique, la guerre, etc., qui va prendre les devants. Les questions environnementales vont rester comme des questions de fond. Annette, vous voulez poursuivre, ajouter? Juste pour revenir à la catégorisation, en fait, je suis consciente qu'il y a une diversité de situations qui sont regroupées sous le label de réfugiés environnementaux ou de réfugiés climatiques. Il faut vraiment procéder avec une grande prudence parce que dans ces catégories-là, étant donné la diversité de situations, les réponses apportées à chaque sous-catégorie de personnes déplacées par les facteurs environnementaux ou les facteurs climatiques plus particulièrement ne sont pas les mêmes. Par exemple, les populations qui sont menacées par la montée des niveaux des eaux, c'est plus une dégradation lente. Et ces personnes-là ne se voient pas mener la vie de réfugiés en Occident. Ils veulent migrer ce qu'on appelle dans la dignité, c'est-à-dire une migration qui serait plus graduelle, via par exemple des programmes de migration du travail. À l'inverse, les personnes qui seraient déplacées par les catastrophes soudaines, eux, il y a plus un caractère du déplacement qui serait dans l'urgence et qui aura un caractère plus humanitaire. Eux, à la limite, on pourrait leur accoler le titre de réfugié puisque c'est dans la précipitation. Les migrations qui seront liées au projet de grand développement, comme les barrages, etc., ne sera pas aussi traitée de la même manière que les migrations liées aux catastrophes industrielles. Donc, je voulais juste revenir sur le fait qu'il y a une diversité de situations qui nécessitent une réponse tout aussi variée et adaptée à chaque situation. Et les questions de responsabilité aussi ne sont pas les mêmes. Donc, on avait déjà évoqué le problème des réfugiés climatiques, parce que la responsabilité revient aux plus grands pollueurs de la planète. Donc, derrière la question de responsabilité se cachent les questions de financement. Donc, est-ce que les plus grands pollueurs de la planète seront chargés des questions de financer, seront chargés de la tâche de financer les programmes de protection et d'assistance? Donc, chaque catégorie, chaque réponse à apporter aura aussi des implications au niveau de la mise en œuvre de la protection. D'accord, ça on va aborder en effet ce sujet selon la vieille formule, les pollueurs doivent être les payeurs, donc on va y arriver. Alors, on arrive déjà à cette notion de statut, puisqu'on vient de comprendre combien c'est difficile de définir et de catégoriser ces populations-là. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des victimes, et qu'à ce titre-là, au nom des droits de l'homme, ces victimes ont droit à une protection. Alors, quel genre de protection? Vous avez évoqué cette fameuse Convention de Genève, la Convention de Genève qui parle bien sûr du statut classique du réfugié, mais pour ce genre de population, ce n'est pas évident que cette convention soit adaptée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut un nouveau statut? Est-ce qu'il faut plusieurs statuts, étant donné que ces populations sont très diverses?
On va peut-être creuser un petit peu pendant quelques instants cette question juridique. Est-ce qu'il faut les protéger par un statut? Les besoins d'un statut, c'est clair. Ça, c'est même une position adoptée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui reconnaît l'existence de ces vides juridiques et aussi du manque d'une organisation internationale chargée de ces déplacés environnementaux. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut les prendre en charge. Le Haut Commissariat pour les réfugiés dit non, ça, c'est pas notre spécificité de travail. Les organismes chargés de l'environnement, non, ça, la question de l'immigration, c'est pas avec nous. Et personne ne sait à qui essayer de donner cette responsabilité-là. Alors on a besoin d'un statut et on a besoin aussi de développer une gouvernance internationale de migration environnementale. On a quelques pistes. Après, j'ai un projet très spécifique, c'est le projet des Limoges, mais avant ça, on a quelques pistes. Une première, c'est les discussions autour de l'attribution de ces statuts de réfugiés de la Convention de Genève aux réfugiés environnementaux par une extension de cette convention-là, un protocole, etc. Quels seront les problèmes d'adopter cette solution-là? Tout d'abord, il faut se poser la question, est-ce que la solution c'est d'adopter une réponse par l'aménagement de l'existant, de partir de ce qu'on a déjà, avec une solution d'urgence, où on doit chercher quelque chose à long terme, adapté aux vrais besoins et spécificités de ces groupes de déplacés. Ou oser une proposition de plus grande ampleur, même si c'est plus difficile à aboutir. Par rapport à la Convention de Genève, déjà la définition des réfugiés ne s'applique pas à la question des déplacements provoqués par les questions environnementales. On peut toutefois utiliser dans certains cas les systèmes régionaux ou nationaux de protection des réfugiés qui adoptent une définition plus large des réfugiés. Ça a été le cas déjà au niveau de l'Union africaine. On a un cas déjà de déplacement en conséquence de désertification, etc., qui a été reconnu, le statut des réfugiés. Et en Amérique, on pourrait avoir cette possibilité, il n'y a pour le moment aucun cas, parce qu'on a une déclaration, ce n'est pas une convention, c'est une déclaration régionale, la déclaration de Carthagène, qui propose cette définition élargie des réfugiés par des violations généralisées des droits de l'homme dans des circonstances qui ont gravement perturbé l'ordre public. Alors on peut considérer qu'une catastrophe naturelle, c'est une circonstance comme ça, avec des graves violations des droits de l'homme, et dans ces cas-là, accorder les statuts des réfugiés. Dans le contexte international, aussi, on a un avis défavorable des organisations des Nations Unies pour appliquer la Convention de Genève aux déplacés environnementaux. La résistance des États aussi, des États partis à cette convention, qui peut gérer un certain affaiblissement du système de la Convention de Genève si on va la rediscuter, si on va la renégocier. C'est aussi l'avis du ministère français des Affaires étrangères qui, dans un rapport, a dit « Toute initiative visant à réviser cette définition présente les risques d'une renégociation de la Convention de 1951, ce qui, dans le climat actuel, pourrait aboutir à un abaissement des normes de protection pour les réfugiés. » Il y a une limitation aussi de ces cadres juridiques pour faire face à la vague des réfugiés déplacés liés à la question environnementale, qui va être beaucoup plus importante, plus significative que le nombre actuel des réfugiés traditionnels. Une autre question, c'est que ces cadres juridiques, ils sont centrés sur l'individu. Les déplacements liés au changement climatique ou d'autres questions environnementales, c'est surtout des migrations des groupes ou même des populations entières. On va voir que les propositions existantes, il y a certaines propositions qui travaillent notamment la notion des groupes, non plus d'individus. Un autre problème, c'est que ces cadres juridiques, comme c'est un cadre juridique international, il ne s'applique pas aux déplacés internes. Alors, on aura la plupart des déplacés environnementaux, comme on a vu, c'est des déplacements internes, qui resteraient sans aucune protection. Je ne sais pas si je vais faire avant de passer à
Emnet, on prolonge sur ce thème-là, donc à travers vos travaux, faire en bas, si j'ai bien retenu quelques éléments pour prolonger, Convention de Genève, ça ne marche pas, on ajoute un protocole ou pas, ça dépend des situations locales. Votre point de vue? Donc, oui, vous avez bien résumé les différentes pistes de protection existantes, donc soit l'amendement des textes existants, soit l'adoption ou d'un nouveau texte. Donc l'amendement touché à la Convention de Genève, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore où on risque une révision en fait, de la Convention qui est une remise en cause des protections déjà existantes. Ou, je ne sais pas si tu l'as mentionné, Fernanda, il y a aussi l'amendement de l'ajout d'un protocole à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Sauf que cette éventualité risque d'exclure d'autres catégories de réfugiés environnementaux, comme par exemple les personnes qui seraient déplacées par les tremblements de terre, puisque la cause n'est pas climatique, elle est de nature géophysique. Donc, si on envisage un protocole dans le régime international du climat, on risque de se focaliser uniquement sur les personnes qui seraient déplacées par la cause uniquement climatique. Et cela amènerait à questionner éthiquement ce choix, parce que quelles sont les raisons qui justifieraient qu'une personne en déplacement à cause d'un tremblement de terre au Népal serait moins protégée qu'un tsunami aux Philippines. Donc chaque proposition a des failles, et dans le cas de l'adoption d'un nouveau texte, Fernanda et son laboratoire proposent l'adoption d'une convention. Donc une convention, c'est un instrument juridique de nature contraignant qui nécessite la signature et la ratification par les États membres, ce qui représente un travail titanesque dans le cadre actuel de la politique internationale, d'où la nécessité d'envisager un cadre plus souple, un texte qui serait adopté soit par consensus ou soit par vote, mais qui n'aura pas une valeur juridique contraignante, c'est-à-dire un texte qu'on appelle de soft law, donc un droit mou qui va consacrer les droits, mais qui ne sera pas obligatoire pour les États, à l'instar d'un texte qui a quand même du succès des Nations Unies. Donc pourquoi pas adopter cette méthode pour un début et après, plus tard, adopter une convention contraignante. Donc c'était juste le point que je voulais préciser. Il serait plus sage d'envisager une méthode plus souple dans l'immédiat afin de faire accélérer les choses, et pour plus tard envisager peut-être la solution plus contraignante, mais je sais que la position du professeur Prieur n'est pas celle-ci. Je sens que vous touchez un point qui va être très sensible dans notre échange, c'est que vous parlez des responsabilités, on va y venir naturellement, parce que c'est sûr que si un tsunami, le réflexe de toute la population de la planète, c'est un réflexe d'ordre humanitaire, si à Tchernobyl, on va quand même aller voir s'il n'y a pas des responsabilités d'ordre humain. Donc aujourd'hui, si les gens se précipitent pour faire de l'humanitaire, et quand il n'y a pas de responsabilité, ça peut marcher, mais s'il s'agit de trouver des responsabilités, on voit la difficulté de la COP21 à ce que les États, comme vous le disiez, ratifient des conventions, ratifient des protocoles. Donc est-ce que ça peut être possible que des États, un nombre important d'États, puissent trouver un tronc commun sur ces questions juridiques sans se sentir accusés d'être en effet responsables de telle ou telle dégradation? En fait, comme on a parlé de la convention de la conférence sur le climat à Paris, déjà les faits qui dans l'accord de Paris, qui c'est un texte juridique contraignant, on a la mention aux droits des migrants et aussi la création d'un groupe de travail pour développer des recommandations sur les déplacements provoqués par les changements climatiques, démontrent un certain consensus entre les pays qui ont été présents à cette convention. Ils étaient nombreux, notamment les grands pollueurs comme la Chine et les États-Unis, et qui ont formellement reconnu par ces textes-là l'existence de problèmes, les liens entre l'immigration et les changements climatiques et les besoins de prendre des mesures là-dessus. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu aller plus loin. C'était prévu la création d'un organisme spécifique pour travailler la question. Cet organisme il a disparu de la version finale de l'accord de Paris.
mais on a quand même la création de ces groupes de travail qui démontrent un certain consensus. Un autre document qui n'est pas contraignant, il n'est pas un texte juridique obligatoire, mais qui représente aussi une volonté des États d'aborder ces sujets et de chercher des solutions durables aux problèmes de déplacement provoqués par des questions environnementales, c'est l'agenda Nansen des protections des personnes déplacées au-delà de leurs frontières en conséquence des catastrophes naturelles et du changement climatique. C'est un document d'octobre 2015 et qui a été adopté par 110 pays. Alors, c'est quand même significatif. Ce document, à mon avis, il peut se présenter comme cette solution souple qui a été mentionnée et qui c'est le premier pas pour arriver après à quelque chose de plus osé, de vraiment contraignant qui puisse obliger les États à prendre des mesures concrètes. L'agenda Nansen, comme il savait, parce qu'en fait il y a une initiative Nansen, qui c'est une initiative du gouvernement de la Suisse et de la Norvège, qui a travaillé pendant plusieurs années dans la construction de cet agenda, qui a fait des consultations régionales et sous-régionales, notamment dans les régions plus affectées par les catastrophes et par les changements climatiques. Alors c'est vraiment une proposition qui a été construite à partir de la base, qui n'a pas été imposée et qui a été acceptée volontairement par les pays. Et dans ce document, il a mentionné la question de la possibilité d'un accord juridique obligatoire au niveau international, mais que leur choix a été de faire des recommandations aux États et aux organisations régionales pour qu'eux, ils fassent ce type d'adaptation dans leurs normes internes de chaque pays ou des normes régionales. Ce qu'on envisage maintenant, c'est les difficultés de mise en œuvre de cet agenda. Elle a été rendue en 2015 et pour 2016, on attend toujours plus de spécifications pour voir comment ça va fonctionner cette mise en œuvre. Dans le cadre des négociations sur le climat aussi, c'est très flou pour le moment, parce que c'est prévu dans l'accord la création de ces groupes de travail, mais il n'y a aucune mention de comment ce groupe va travailler, quel est le délai pour présenter ces recommandations-là, comment ces recommandations vont être mises en œuvre, ou si ça va être un texte de plus. Il y a aussi les financements, qui c'est très important dans cette question-là. C'est pour ça que des fois, si on reste dans les droits mous, si on reste dans les questions qui ne sont pas obligatoires, c'est très difficile d'arriver à un résultat parce que les États ne se sentent pas obligés, notamment au niveau financier. Et on voit qu'il y a vraiment besoin de gros investissements, soit pour travailler aussi dans la prévention de ces types de déplacements, ou alors pour garantir la protection des personnes déplacées. Ça, c'est une autre question aussi qui a été très bien abordée par l'agenda Nansen, c'est qu'elle s'occupe pas seulement des protections des personnes déjà déplacées, mais il y a un grand travail de recommandation aussi de comment prévenir ces déplacements dans les pays où existent des risques majeurs, des catastrophes naturelles qui peuvent provoquer ces types de déplacements. Au niveau du contexte, du cadre juridique des changements climatiques, le problème, c'est que les migrations, elles sont perçues plus comme un échec de toutes les politiques d'atténuation et d'adaptation, et non comme une modalité d'adaptation. C'était ça une des principales critiques qu'on a présentées en tant qu'ONG, organisme scientifique, etc. C'est que dans l'accord de Paris, on va travailler les déplacements en conséquence du changement climatique comme un problème à résoudre, qui s'est prévu dans la partie de l'accord sur les pertes et intérêts. Et nous, notre souhait, ça serait que la migration soit considérée comme une mesure d'adaptation, qu'il soit des migrations faites de façon planifiée avec la garantie de la sécurité, de la dignité, de la migration dans la dignité. Et ça n'a pas été fait. Pour le moment, la migration, ça signifie l'échec de toutes les mesures adoptées. Et on va voir encore comment ça va se développer, cette question des recommandations et de ces groupes de travail, pour voir si effectivement on peut arriver à un résultat concret là-dessus. Le problème, c'est que ça va être toujours limité aux migrations qu'on va pouvoir
vraiment considérés comme provoqués par les changements climatiques et dans un contexte international. Parce que tous les systèmes juridiques internationaux qui travaillent la question du changement climatique, c'est des obligations entre États. Il n'y a pas de prévision des obligations des États envers les individus. Et ça se travaille au niveau international. Ça veut dire que les déplacés internes, les pas de plus, ils vont rester dehors de ces cadres-là. Après, on a aussi les possibilités des accords régionaux, bilatéraux. On a déjà un projet de convention pour l'Océanie. Et ça peut être une bonne solution parce qu'il y a une meilleure visibilité politique, il y a moins d'États engagés pour arriver à l'accord. Les réponses sont mieux adaptées au contexte culturel, sociologique, politique, etc. de la région. Les points faibles, c'est les risques seulement les pays en développement, où se passe la plupart des impacts des catastrophes de changement climatique, sont responsables. Parce que c'est des accords régionaux bilatéraux, les grands responsables pour les changements climatiques vont rester toujours dehors sans aucune obligation là-dessus, même si la responsabilité pour la cause de ces déplacements, c'est à eux. Il y a aussi les possibilités d'inégalité entre les réponses régionales. On peut avoir une région qui a développé un très bon accord et d'autres régions où ça, ce n'est pas le cas. Alors, ça peut être une solution, mais ça n'exclut pas les besoins d'un cadre juridique international et, à mon avis, contraignant. Parce que je ne connais pas, ça a été l'agenda d'enseigne, mais maintenant, il faut avancer vers quelque chose vraiment obligatoire. Alors, il y a deux points sensibles que vous avez évoqués toutes les deux. On reviendra sur le point à quel moment il faut prendre en amont, plus en amont, le problème global. Mais là, vous avez évoqué cette histoire de cadre juridique plus ou moins mou, de cadre international complet ou de cadre plus local géographiquement. Qu'est-ce qui va mieux? Moi, ça me fait penser avant la réunion de la COP21, quand les Américains disaient cet accord ne sera pas forcément contraignant. Vous vous souvenez de la polémique qui était née quelque temps avant l'ouverture de la conférence. Donc, le niveau de contrainte, est-ce qu'il faut tout de suite démarrer sur un cadre qui soit contraignant pour tout le monde, ou est-ce qu'il faut procéder pas par pas et pas à pas et considérer qu'on ne pourra pas aboutir à tout de suite? En tout cas, moi, ma position en fait, a un peu évolué au fil du temps avec ma thèse. Au début, j'étais plus sur une position ambitieuse, donc par l'adoption d'une convention contraignante, comme je l'avais précisé, et frappé un coup fort dès le début, mais lorsqu'on a vu avec la crise des réfugiés au sens classique du terme, toute l'énergie que ça a demandé pour justement adopter la Convention de Paris, l'accord de Paris sur les changements climatiques, j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse pour proposer une solution plus souple, donc une convention qui ne serait pas contraignante, dont le contenu peut être très ambitieux parce que peut-être que les États diront, puisque ce n'est pas contraignant, on pourrait éventuellement laisser les rédacteurs rêver. Donc ils seraient plus enclins, plus ouverts à avoir un contenu normatif ambitieux, mais avoir un texte qui ne serait pas contraignant. Donc vaut mieux peut-être privilégier le contenu que la forme. Donc opter pour une convention qui ne serait pas contraignante, mais dont le contenu normatif serait ambitieux, pour ne pas, encore une fois, adopter une convention contraignante, mais dont le contenu ne serait pas à la hauteur du problème. Mais je voudrais juste revenir sur la question de responsabilité. Allez-y. Parce que pour justement la question des réfugiés climatiques replace la question de responsabilité au centre de la problématique, dans la mesure où lorsqu'on évoque les personnes déplacées, par exemple par les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques, nous savons que la faute est imputable à la nature ou à Dieu ou à la force majeure, etc. Lorsque les personnes sont déplacées par une cause purement anthropique comme les catastrophes industrielles, on pourra justement trouver la personne qui a déclenché la machine, la personne qui était aux commandes de la plante nucléaire. Mais lorsqu'on vient justement à la question des changements climatiques, c'est une responsabilité qui est hybride, dans la mesure où les manifestations sont certes naturelles, mais elles sont d'origine anthropique. Donc cette dualité
C'est cette dualité qui est la source de tous les problèmes. Certes, les manifestations sont naturelles, mais il y a une cause humaine derrière, qui sont les émissions de gaz à effet de serre. Sur le plan juridique, il n'y a presque rien à faire, dans la mesure où le lien de causalité entre les dommages subis par un État en particulier et les émissions d'un État, justement spécifiquement, sont difficiles, presque impossibles à prouver, puisque le changement climatique sont un phénomène global qui s'inscrit dans une très très longue période. Et donc la seule piste qui a été adoptée, c'est la contribution financière des États riches pour aider les États pauvres à s'adapter au phénomène. Donc il y a le fameux fonds vert pour le climat qui a été mis en place avec les 100 milliards d'euros qui doivent être mis à l'exposition des États pour justement prévenir et s'adapter au phénomène jusqu'en 2020. Et toute compensation, toute allusion à la réparation est bannie des textes internationaux. Alors, ça veut dire qu'on peut quand même définir des responsabilités. Il n'y a pas les États qui vont quand même fuir leurs responsabilités, on le voit bien dans d'autres domaines. À mon avis, c'est très difficile d'attribuer ces responsabilités-là, déjà parce que c'est difficile de définir les causes spécifiques des déplacements, de dire là, ces groupes ont effectivement été déplacés en conséquence du changement climatique et pas des actions, des omissions des gouvernements et des États. Dans le projet de convention de Limoges, on ne cherche pas à trouver les coupables. Tous les États qui pourraient... Excusez-moi, vous pouvez peut-être rappeler la convention de Limoges, qui est sur cette convention et à quoi elle doit aboutir? Bon, c'est un projet qui a démarré en 2005, après un colloque qui a été réalisé à l'Université de Limoges. Et le sujet a suscité beaucoup d'intérêt des chercheurs, non spécifiquement ou seulement des chercheurs sur les droits de l'environnement, mais ça s'est formé une équipe avec aussi des chercheurs en droit de l'homme, en droit international, des professionnels aussi. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une vision utopiste des scientifiques, mais il y a aussi des professionnels de ces domaines qui ont participé. Et de là, c'est sorti une première version de ce projet des conventions sur les statuts internationaux des déplacés environnementaux. Maintenant, on est dans la troisième version de ce projet qui a été faite en 2013 dans le cadre du projet CADON, Catastrophes et droits de l'homme, qui a été développé par le Centre international des droits comparés de l'environnement et qui nous a apporté aussi beaucoup des idées sur la question et qui a fait que le projet soit changé. Parce qu'on a fait une étude des droits comparés entre 8 pays, entre Nord et Sud. On a vu des différences, des possibilités, des faisabilités de ces projets de convention dans ces pays. Et on a fait des adaptations. Ça veut dire que c'est un projet en constante évolution, il n'est pas ferme, mais qui propose justement donner les moyens institutionnels, financiers, pour attribuer un statut de déplacés environnementaux. Ce projet va travailler avec les déplacés internes et les déplacés externes, pas restreint au changement climatique, mais à tout déplacement provoqué par des causes liées à l'environnement. Il peut aborder des déplacements temporaires ou définitifs parce que c'est une autre question à penser. Si c'est un déplacement provoqué par une catastrophe naturelle, ça veut dire que ces personnes elles peuvent rentrer chez elles une fois les pays reconstruits. Il y a d'autres cas comme les montées de niveau des eaux de la mer où on ne peut pas envisager ces retours. Ces projets est centré sur les individus, sur les groupes. Ça veut dire que les statuts des déplacés environnementaux peuvent être attribués à un seul individu ou aussi à des familles entières, des communautés entières, des populations entières, dans des procédures communes. Il prévoit alors la création d'une structure institutionnelle avec une agence mondiale pour les déplacements environnementaux et une haute autorité au niveau international. Au niveau national des pays, la création d'une commission nationale. Et c'est cette commission nationale qui va décider sur les demandes du statut des déplacés environnementaux. Ça veut dire que c'est vraiment pour créer, reconnaître ces statuts
juridiques, comme il y a les réfugiés protégés par la Convention de Genève, et une personne qui arrive ici en France peut faire cette demande-là. Et la même question, ça se passerait pour les déplacés environnementaux, qui pourraient à l'arrivée, en arrivant à un autre pays, demander cet statut des déplacés environnementaux qui va être attribué par cette commission nationale et avec une possibilité de recours à la haute autorité au niveau international. Il y a aussi un fonds de financement. Après, ces projets ils prévoient aussi des droits spécifiques. On a des droits qui sont communs aux déplacés internes et aux déplacés externes, et après des droits spécifiques pour les déplacés externes concernant notamment la question de la nationalité, qu'ils ont le droit de garder la nationalité de leur pays d'origine, qu'ils ont le droit d'accéder aussi à la nationalité du pays où ils sont accueillis. Il y a aussi des droits concernant les populations en risque de déplacement, parce qu'il y a toute une question impliquée aussi des droits de l'homme par rapport à l'information, à la participation dans les décisions, parce qu'on peut avoir des projets de délocation planifiés quand on sait que cette communauté elle est dans une situation à risque, qu'on veut éviter des violations des droits de l'homme, on peut les déplacer en avance d'une façon planifiée et avec leur consentement. Et alors, ces populations à risque, elles ont le droit d'avoir des informations, de participer dans les politiques de prévention des effets de changement climatique, de réduction des risques de catastrophes, etc. Il y a aussi de prendre part dans les décisions qui vont être prises par rapport à leur réinstallation ailleurs ou les besoins d'être évacués ou pas. Mais aussi, ils sont prévus des droits importants comme les droits à se déplacer, parce qu'on peut avoir des situations des pays où les gens veulent se déplacer dans les frontières de ces pays qui n'ont pas les droits, ou qui veulent partir pour un autre pays, qui sont empêchés aussi. Et aussi la question de principe de la Convention sur les réfugiés, c'est le non-refoulement, qui sont appliqués aussi aux déplacés environnementaux. Alors c'est vraiment un système juridique bien structuré avec des droits clairs, et notamment, je pense que le principal avantage, c'est cette reconnaissance d'un statut juridique des déplacés environnementaux à être octroyé au niveau national du pays d'accueil ou même dans leur pays quand c'est un déplacement interne. Alors, vous avez aussi donc fait allusion à un autre point sensible qui est un petit peu l'arrière-plan et qui me fait penser au débat sur les migrations actuelles. Faut-il assister ou faut-il prévenir, autrement dit aider les réfugiés syriens ou arrêter la guerre? C'est le débat, bien sûr, le vieux débat, mais ce n'est pas exclusif, naturellement, les deux attitudes. Est-ce que pour les questions d'environnement, il n'y a pas aussi en arrière-plan cette question-là? Le tsunami et le tremblement de terre, on peut peut-être de plus en plus, on saura peut-être les prévenir, mais pour l'instant pas vraiment, alors que la déforestation, on peut en effet y remédier. Donc autrement dit, est-ce que vous incluez aussi dans ce cadre juridique le fait d'avoir une action militante pour éviter que l'homme soit responsable de ses déplacements à travers son action industrielle, économique? Oui, donc la première réponse pour protéger même les personnes qui sont déplacées ou qui risquent de se déplacer à cause du changement climatique, je pourrais plus parler de ça, ça relève de ma thématique de prédilection, mais c'est l'action contre le déplacement lui-même qui passe par la maîtrise du réchauffement climatique. Et cette maîtrise-là serait concrétisée par le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, qui est l'objectif principal de tout le régime international du climat, plus particulièrement de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, la première réponse, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre, sauf que certains des effets des changements climatiques sont presque inéluctables. Donc, la planète subira à coup sûr des impacts des changements climatiques. Donc, il y aura des typhons, des tsunamis aux quatre coins du monde qui vont s'intensifier et la fréquence se multipliera. Donc, d'où la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'adaptation. Donc, quand les effets sont inévitables, on passe à la deuxième étape, qui est la mise en place de mesures d'adaptation.
Et par contre, le problème, c'est que ces mesures d'adaptation sont extrêmement coûteuses, notamment pour les pays pauvres, les pays du Sud, d'où la nécessité de mettre en place des fonds destinés à aider ces États-là pour justement leur garantir une meilleure politique d'adaptation à travers le fonds que j'ai évoqué tout à l'heure, le Fonds vert pour le climat, qui mettra les fonds nécessaires pour l'atténuation mais aussi pour l'adaptation au phénomène du changement climatique, pour protéger les populations contre les catastrophes, mais aussi pour les protéger contre le déplacement. Et même en mettant en place des mesures d'atténuation et des mesures d'adaptation, troisième temps du problème, certains déplacements seront aussi provoqués, seront inévitables, d'où la nécessité de mettre en œuvre ce cadre international, cette gouvernance internationale ou une gouvernance plutôt régionale à une échelle plus réduite. Donc c'est de cette manière-là que se décline le problème, ou la réponse apportée au problème. Donc l'aide au développement, par rapport aux pays en effet fragiles qui ont du mal à répondre à ces questions-là, doit inclure aussi, c'est pas seulement donc une aide économique par rapport aux situations des pays fragiles, mais doit aussi inclure cette question des risques naturels ou des risques liés au problème humain, c'est ça? La question de la prévention du déplacement, je pense qu'elle est au centre de tous les documents récents qui font mention à cette question-là. Au niveau des catastrophes naturelles, catastrophes écologiques, on a les cadres d'action de Sendai, on a eu la conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes qui s'est passée au Japon au début de 2015. Et de cette conférence, on a eu un cadre d'action, ce n'est pas une norme obligatoire, mais elle compte avec l'adhésion de plusieurs pays et qui demande des actions renforcées pour prévenir et mitiger les déplacements et faire face aux risques des déplacements externes. On a aussi les objectifs de développement durable de l'année 2015 aussi, qui abordent la migration comme une question de développement durable dans les contextes de développement. Et là, bien sûr, qui les aide au développement, c'est aussi une mesure de prévention de ce type de catastrophes, notamment de ce type de déplacements liés aux catastrophes, pour que les pays puissent effectivement mettre en œuvre les mesures de prévention des risques, de renforcer la résilience des communautés, mais aussi faire face aux problèmes économiques qui résultent de la désertification, de la perte de la qualité des sols, des sécheresses, etc. Il y a plusieurs moyens d'attaquer ces problèmes-là dans sa source, au lieu d'essayer simplement de résoudre la question des personnes qui sont déjà en train de se déplacer. C'est intéressant parce que l'agenda Nansen, ils ont, eux, cette perception-là. Ils ont travaillé en deux moments. Un moment pour protéger qui est déjà en train de se déplacer, et un autre moment avec plusieurs recommandations et mesures à être adoptées pour les pays pour prévenir les déplacements dans les pays qui sont les plus affectés par les catastrophes naturelles liées au climat. Je pense que là, c'est la grande réponse, c'est la question de la prévention toujours. Après, les projets de Limoges, c'est vraiment plus centré sur la question de résoudre les problèmes de qui est déjà en train de se déplacer, et créer vraiment ces statuts-là, qui est de travailler dans les contextes de la prévention, même s'il y a des mentions aux droits des personnes à risque de déplacement. Très bien, on ne va pas tarder à vous donner la parole si vous avez des questions à poser. Moi, je voulais demander si on a fait le tour, rapidement bien sûr, si on a fait le tour des aspects qui vous semblent les plus importants. Et selon vous, en quelques minutes, peut-être vous pourriez nous dire, à chacune d'entre vous, quelle est la priorité à vos yeux aujourd'hui sur ces questions-là? Qu'est-ce que vous choisiriez d'accorder comme priorité? Tout d'abord, si on a fait les tours, je voudrais seulement dire qu'il y a plusieurs initiatives qui se passent dans ces moments au niveau régionaux et locaux. En Afrique, par exemple, comme on a parlé tout à l'heure, la Convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, même si elle s'applique seulement aux déplacés internes et dans les contextes de l'Afrique, c'est déjà un grand pas. Ça peut servir de modèle pour d'autres organisations régionales
pour travailler cette question des déplacés internes ou même des déplacés externes dans les contextes régionaux. En France, on a un accroissement de l'intérêt pour cette question. Nous avons un rapport d'information de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées qui va travailler sur les problèmes de la croissance de l'immigration environnementale comme un problème de sécurité aussi. C'est beaucoup discuté dans ces moments, migration, sécurité, etc. Le Sénat a aussi adopté une résolution sur les mesures de prévention et de protection des déplacés environnementaux en 2015. Ça visait notamment la conférence sur le climat à Paris, dans l'intention que le gouvernement français soit plus présent dans les discussions sur la question des déplacés environnementaux. Malheureusement, on n'a pas trop avancé dans ce domaine-là, mais c'est déjà une initiative. On a des avis aussi du Conseil économique, social et environnemental sur l'immigration internationale, sur les conférences sur le climat, qui ont abordé la question, qui ont parlé de besoin d'un nouveau statut de droit international. En Amérique, on a la déclaration et le cadre d'action du Brésil 2014 concernant la déclaration de Carthagène, les 30 ans de la déclaration de Carthagène sur les réfugiés, qui va reconnaître les défis posés par le changement climatique et les catastrophes dans ces domaines de déplacement des personnes. Et après, on a des initiatives très intéressantes au niveau de droit de la politique migratoire des pays. Je peux citer quelques exemples rapidement. Cuba, Venezuela, Bolivie, Argentine. Des fois, ces pays sont critiqués au niveau international, mais il faut voir qu'ils sont exemples aujourd'hui dans ce qui concerne l'accueil des personnes déplacées pour des questions humanitaires liées aux catastrophes naturelles. On peut aller plus loin avec la Bolivie, qui a fait une réglementation et la prévision des migrations environnementales provoquées par les changements climatiques dans sa loi des migrations de 2012, pour démontrer qu'ils sont beaucoup en avance. Là, il faut même une définition des migrants climatiques, pour nous qui restons ici à discuter comment on va les appeler, etc. Mais en Bolivie, on ne discute pas, on a mis ça dans la politique nationale de migration. Il y a le Conseil national de migration qui a été responsable de la prise en charge des migrations provoquées par le changement climatique. Prévision d'accueillir les populations déplacées en conséquence du changement climatique. C'est très important parce que même si en Bolivie, ils ont le problème des déplacements environnementaux internes. Hier même, j'ai lisé un reportage sur un lac qui a été complètement séché en Bolivie et toute la population qui vivait de la pêche, etc., dans ces lacs, qui a été obligée de se déplacer. Mais là, la loi d'immigration de Bolivie, quand elle prévoit cette catégorie des migrants climatiques, c'est plus dans le sens de recevoir les populations qui vont être déplacées en conséquence du changement climatique. Et en Argentine, au Venezuela et à Cuba, c'est plus dans le sens d'accueillir, mais les victimes des catastrophes naturelles. Pour dire comme les pays sont complètement démunis quand ils commencent à recevoir ces types de personnes déplacées, ils ne savent pas quoi faire, mais c'est l'exemple du Brésil avec la migration de la population haïtienne qui a commencé juste après les tremblements de terre, arrivé par l'Amazonie, en périple très difficile par des passeurs, etc. Le Brésil, sans aucune expérience là-dessus, sans les moyens pour faire face, notamment sans aucune réglementation juridique de la situation. C'est pour ça que pour moi, ça c'est le plus important. Il faut arriver à créer un statut juridique, à dire ça va être déplacé, ça va être réfugié, etc. Et comment on fait pour obtenir ces statuts-là et comment font les pays quand ils commencent à recevoir ces types de déplacés. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, au Brésil, ils étaient obligés de créer dans l'urgence un visa humanitaire qui n'existait pas dans les pays. Et on est en train de changer notre loi d'immigration parce que c'est une loi encore de l'époque de la dictature. Alors, très peu dans la vision des droits de l'homme et plus dans la vision de la sécurité. Mais tout ça, c'est en train de changer. Il y a un gros travail là-dessus. Mais dans l'urgence, ils étaient obligés de créer ces visas humanitaires pour recevoir cette communauté haïtienne. Et jusqu'à 2014, 40 000 Haïtiens, ils ont reçu la résidence permanente au Brésil basée sur ces normes-là.
Alors c'est pour dire que oui, les pays, s'ils ont envie, ils peuvent commencer. Il n'a pas besoin de normes internationales. Chaque pays, il a sa souveraineté. Il peut prévoir, comme la Bolivie, des moyens pour recevoir les populations déplacées. Mais d'autre part, il y a des pays qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'expérience et qui ont besoin des principes directeurs, des recommandations, etc., pour pouvoir faire face à cette situation quand elle arrive. Après, bien sûr, ce ne sont pas tous les pays qui sont ouverts à ça. On voit très bien la situation de Nouvelle-Zélande. Hein, il y a eu déjà des demandes des séjours des personnes venues des Tuvalu, des Tuvalu, qui étaient déjà en Nouvelle-Zélande à quelques années et qui voulaient que ça accordait cet statut des réfugiés climatiques. Et en fait, la Nouvelle-Zélande a dit non parce qu'ils ont peur de faire face à une vague migratoire qu'après ils ne vont pas pouvoir gérer. C'est pour ça que aussi les responsabilités, il faut qu'elles soient partagées dans ce sens-là. Emmett, d'autres priorités, d'autres exemples qui vous tiennent à cœur? Donc la priorité passe, donc la meilleure protection et la prévention. Donc la priorité doit être donnée surtout aux mesures d'atténuation du changement climatique, mais aussi aux mesures d'adaptation afin de renforcer, développer la résilience des populations face aux catastrophes naturelles et la lutte contre le phénomène des changements climatiques passe également, ce que vous disiez tout à l'heure, par la lutte contre le sous-développement. Une personne résidant aux Pays-Bas qui est menacée par la montée du niveau des eaux ne sera pas affectée de la même manière qu'une personne qui réside dans les Pacifiques, dans les pays, dans les États insulaires. Donc, développer la résilience des populations passe également par la lutte contre les inégalités, les vulnérabilités socio-économiques. Donc, c'est bien de viser une protection, un cadre international, une gouvernance internationale pour les changements climatiques, mais les réponses aussi sont très locales. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'agenda Nansen, en fait, c'est une initiative qui a pris l'origine par des petites consultations aux quatre coins du monde, et c'est une approche qu'on dit bottom-up, qui vient des réponses locales, donc en interrogeant les communautés locales pour apporter aussi les meilleures réponses à apporter donc, au phénomène des déplacements climatiques, mais c'est toujours important d'insister quand même sur la lutte contre l'origine du problème. Et la deuxième priorité, c'est aussi la mise en place d'une institution qui serait chargée de prendre en charge la protection et l'assistance des personnes déplacées par les facteurs environnementaux de manière générale. On n'est pas obligé d'avoir un cadre juridique, donc normatif, pour pouvoir commencer à protéger ces personnes. Une institution peut d'abord commencer à les prendre en charge, à l'instar du HCR qui a débuté avant même que la Convention de Genève soit adoptée. Donc une institution peut d'abord commencer le travail pour ensuite adopter un texte juridique. Très bien, je pense que je n'ai pas épuisé toutes les questions, donc j'imagine que vous allez prendre le relais maintenant. Là, il nous reste encore un bon petit moment. N'hésitez pas, les questions courtes, plus elles sont courtes, plus il y en aura. S'il y a besoin d'un micro, je pense qu'on n'en aura pas, mais je peux vous prêter. Si vous parlez assez fort, je pense que ça ira. Oui, d'accord. Ok, monsieur là-bas. Bonjour. On dit souvent que les femmes sont les premières victimes du changement climatique. Est-ce que, en ce qui concerne les migrations interétatiques et au sein d'un même pays, est-ce que ça se confirme? Il y a tout un travail dans le contexte de la protection des droits des femmes pour renforcer la protection des femmes exposées aux effets des catastrophes et du changement climatique. J'ai travaillé avec quelques décisions du Comité pour les droits des femmes, qui c'est l'organisme des Nations Unies chargé de l'application de la Convention internationale sur les droits des femmes. Et les pays doivent présenter un rapport sur la situation des droits des femmes dans ces pays-là, les développements législatifs, etc. Et après, le comité, il fait ses observations. Ça s'appelle le document des observations finales. Et plusieurs observations finales de ces comités font cette mission, notamment quand ce sont des pays de population des îles du Pacifique
dans le cas d'Indonésie, où il y a déjà plusieurs femmes déplacées en conséquence du tsunami de 2004. Et ce comité-là, il fait plusieurs recommandations dans le sens que les pays prennent conscience que les femmes, ainsi comme les enfants, après on va voir la même approche par rapport aux droits de l'enfant, sont les premières victimes ou les plus affectées par les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles, et qui aussi sont les premières en risque de déplacement avec toutes les conséquences qu'on peut avoir. Par exemple, dans les cas de tremblement de terre en Haïti, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui fait partie du système interaméricain de protection des droits de l'homme, qui a sa cour aussi, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il y a une commission. Et la commission, elle a adopté 2 mesures conservatoires contre Haïti, vu la situation des femmes et des filles dans les camps ça s'appelait camps des déplacés, des réfugiés en Haïti après les tremblements de terre. Les problèmes, voilà, des violences sexuelles, des discriminations, etc. Alors ça veut dire que les femmes, elles sont considérées comme des groupes vulnérables qui exigent une attention spéciale, une approche spéciale en tant que victimes privilégiées des impacts du changement climatique et des catastrophes naturelles. Mais pour te dire qu'il y a des organismes qui sont en train de travailler là-dessus, et dans les cas concrets, par exemple d'Haïti, l'intervention de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour protéger ces femmes et ces filles avec des exigences très spécifiques pour la gestion de ces camps, de l'essence des données, plus de protection, et aussi pour que les cas de violences sexuelles soient vraiment enquêtés et que les responsables soient identifiés. Juste pour ajouter, comme dans toutes les situations à risque, ce sont les catégories vulnérables qui sont les plus exposées, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Il ne faut pas oublier aussi les minorités ethniques, mais également les populations autochtones. On n'a pas eu l'occasion d'évoquer leur cas, mais ils sont aussi les plus affectés par les catastrophes et le déplacement. Pour la migration en particulier, dans certaines régions, on a remarqué que ce sont surtout les hommes qui sont obligés de se déplacer, notamment dans le cas des catastrophes à déclenchement lent comme la désertification, parce que ce sont les hommes qui doivent chercher des sources alternatives de revenus, notamment en Afrique, pour remplacer le manque à gagner des travaux agricoles, par exemple. Et ce sont les hommes qui sont obligés de quitter leur foyer afin que les femmes restent pour s'occuper des enfants. Donc, bien évidemment, encore une fois, chaque catégorie de catastrophe affecte certaines catégories de manière plus profonde. Et donc, les personnes affectées aussi diffèrent d'une catégorie à l'autre. Mais malheureusement, on n'a pas des chiffres exacts pour illustrer le phénomène. Autre question? Oui, bonjour. Je voulais tout d'abord vous remercier pour ce débat, qui peut aussi être utile pour un chercheur. Tout au début, vous distinguiez réfugiés et déplacés environnementaux, sans préciser quelle est la définition du réfugié, quelle est la définition d'un déplacé environnemental. Alors, vous distinguiez aussi déplacés inter et déplacés interétatiques. Alors, ma première question est de savoir quelle est la différence entre déplacés interétatiques et réfugiés. Moi, je dirais plutôt demandeurs d'asile, puisque pour moi, les deux notions, demandeurs d'asile et réfugiés, ne sont pas pareilles. Alors, la deuxième question est de savoir, au niveau de l'Union européenne, il existe ce qu'on appelle la protection subsidiaire, qui s'applique à toute personne n'ayant pas pu obtenir le statut de réfugié. Alors, est-ce que cette protection s'applique à ces déplacés environnementaux? Je vous remercie. On revient un petit peu sur la question de la définition. On peut peut-être apporter un petit complément pour répondre à monsieur, pour préciser encore, réfugié, déplacé.
Je vais vous donner alors la définition des déplacés environnementaux qui est dans les projets de convention de Limoges, qui a été adopté. Ça peut être déjà une piste. Alors, dans l'article 2, sur les définitions, on a les points 2, on appelle déplacés environnementaux les personnes physiques, les familles, les groupes et les populations sont confrontés à un bouleversement brutal ou insidieux de leur environnement, portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie, les forçant à quitter dans l'urgence ou dans la durée leur lieu habituel de vie. On entend par bouleversement brutal une dégradation soudaine d'origine naturelle et humaine. Là, on va voir les catastrophes naturelles ou technologiques comme Fukushima. Et on entend par les bouleversements insidieux une dégradation d'origine naturelle et humaine, lente, graduelle ou programmée, comme la désertification. Après, dans cette définition, ça se parle aussi du caractère forcé de déplacement. Alors, on entend comme tout déplacement temporaire ou définitif des personnes physiques, des familles ou des populations, rendu inévitable par les bouleversements environnementaux, soit à l'intérieur d'un même État, soit de l'état de résidence vers un ou plusieurs autres états d'accueil. Alors, c'est une conception, une définition très ample, parce que voilà, elle ne se centre pas sur l'individu, vous pouvez voir qu'il y a les familles, les groupes, etc. Alors, ces statuts peuvent être reconnus aussi en groupe entier. On va aborder aussi les victimes des catastrophes, comme aussi des dégradations lentes ou à long terme progressives de l'environnement. Il y a aussi les déplacements définitifs, les déplacements temporaires. Alors je pense que, je suis suspecte pour dire, mais je trouve que c'est très bien parce que ça permet d'appliquer à plusieurs situations différentes, des déplacés internes et des déplacés externes aussi. Juste pour revenir à la notion de réfugié, peut-être qu'on est passé un peu trop vite. La notion de réfugié telle qu'elle est définie par la Convention de Genève relative au statut de réfugié de 1951, c'est toute personne qui craint d'être persécutée du fait de sa race, sa religion, son appartenance à un groupe social, ses opinions politiques ou sa nationalité. Donc, pour pouvoir aspirer à obtenir le statut de réfugié, il faut craindre d'être persécuté pour les 5 motifs qui sont limitativement énumérés dans la Convention. Or, les motifs environnementaux ne figurent pas dans cette Convention-là, afin que ces personnes qui sont déplacées par des facteurs environnementaux puissent aspirer, puissent bénéficier du statut de réfugié. Donc, pour votre question relative à la protection subsidiaire, une très bonne question. La protection, il existe une protection subsidiaire, qui existe au niveau de l'Union européenne, mais aussi dans d'autres pays, étant donné qu'on a estimé que les critères posés par la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié sont très restrictifs. Certains États sont engagés à mettre en place une protection pour en fait, suppléer un peu, compléter la Convention de Genève, et d'où l'appellation de protection subsidiaire. Et cette protection subsidiaire a aussi un champ d'application très limité, puisqu'elle est attribuée à des personnes qui risquent, dans leur pays d'origine, la peine de mort, l'exécution, des menaces graves contre la vie, en raison d'une violence aveugle ou d'un conflit armé, et troisième cas de figure, les personnes qui risquent la torture, les traitements inhumains ou dégradants. Donc certaines personnes ont analysé, certaines personnes de la DEPTRI ont analysé ces trois hypothèses-là pour se demander si on ne pouvait pas faire entrer dans l'une des 3 catégories les personnes qui sont déplacées en raison des facteurs environnementaux. Est-ce que la peine de mort pourrait les caractériser? Est-ce qu'on peut juger que le risque qui les menace serait de nature à leur ôter la vie? Non. Les menaces graves et individuelles en raison d'une violence aveugle ou d'un conflit armé, apparemment, ça coule de source, ça ne peut pas les caractériser. La torture, non, ils ne sont pas torturés, parce que la torture implique une action volontaire infligée par des agents gouvernementaux ou
approuvés par le gouvernement. Traitement inhumain ou dégradant, il y a moyen à les faire peut-être rentrer dans cette catégorie-là, mais même là, la jurisprudence des cours, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, n'appuie pas notre raisonnement pour caractériser le risque qui menace les personnes déplacées par les changements climatiques, de traitement inhumain ou dégradant, mais les cours, encore une fois, peuvent faire évoluer la jurisprudence pour que ces personnes-là puissent bénéficier de la protection dite subsidiaire. Une question qui peut se passer, qui a été mentionnée dans l'agenda Nansen, c'est le cas qu'une catastrophe naturelle, par exemple, déclenche un état d'urgence. L'état d'urgence est un sujet à la mode en ce moment. Et en profitant de cet état d'urgence, les gouvernements en place puissent effectuer des persécutions contre des groupes ethniques, etc., de les nier l'accès aux aides humanitaires, etc., ou même l'accès des équipes de secours dans certaines régions du pays, profitant du chaos installé par la catastrophe naturelle pour persécuter certains groupes. Et dans ces cas-là, oui, on pourrait complètement appliquer le statut des réfugiés. Mais ce sont des situations à part. Je ne sais pas si on a un exemple concret de cette situation. Ça a été mentionné comme ça dans le contexte de l'agenda Nansen. Vous vouliez ajouter quelque chose, Clément ? Je voulais juste dire, par rapport à la distinction réfugiés et demandeurs d'asile, parce que vous disiez tout à l'heure que si le statut de réfugié n'est pas accordé, c'est ce que vos dires impliquent, que si le statut de réfugié n'est pas accordé, on ne peut pas parler de réfugié. Donc pour toutes ces personnes qui prétendent à ce statut ne peuvent pas être qualifiées de réfugiés. Donc c'est à tort qu'on dit souvent qu'une personne est réfugiée alors que tel n'est pas le cas. Donc pour toutes ces personnes, quand le statut n'est pas accordé, on ne peut pas parler de réfugiés. C'est cette précision que je voulais faire. Je vous remercie. Autre question à côté et là-bas après. Bonjour, je vous remercie pour cette conférence. J'avais une question au regard du droit international. On a des précisions scientifiques sur la date de la submersion des Maldives ou des îles Kiribati dans le Pacifique. Quels instruments juridiques avons-nous aujourd'hui pour lutter contre l'apatridie et encadrer justement ces populations qui vont quitter des îles pour aller dans d'autres pays? Comment peut-on leur garantir le maintien de leur nationalité d'origine, le maintien de leurs droits, le maintien de leur culture, et comment éviter justement une diaspora inhumaine et éclatée? Alors, je dis que c'est l'apatridie, là, Oui, donc il y a certains États qui sont menacés par la submersion de leur territoire. Or, en droit international, un État est défini par trois de ses composants, une population, un territoire et un gouvernement qui assoit son autorité sur la population installée sur le territoire. Donc, si, d'après les prévisions des climatologues, certains territoires sont menacés par la submersion de leur territoire, donc la disparition pure et simple du territoire. Et si le territoire, comme un des composants principaux de la notion d'État, disparaît, par voie de conséquence, l'État va disparaître également. D'où la situation d'apatridie que vous évoquez. Donc, pour la situation d'apatridie, il y a deux conventions internationales en la matière. Deux conventions internationales adoptées à New York. Sauf que ce cas de figure de l'apatridie par la suite de la disparition d'un État n'est pas prévu par ces conventions. Donc, encore une fois, c'est le vide juridique qui s'installe en la matière. Ces personnes-là qui sont menacées par la submersion de leur territoire et la disparition de leur territoire ne peuvent pas être protégées par ces deux conventions internationales. Donc, quelle est justement la réponse à prévoir pour pouvoir protéger ces populations-là? Certains partis de la doctrine prévoient la création du statut d'apatride environnementale afin que ces personnes-là puissent aller s'installer dans d'autres États. Donc c'est un peu l'asile pour ces derniers qui est à prévoir.
soit c'est un asile individuel sur le modèle de la Convention de Genève de 51, soit c'est un asile collectif. Donc dans les deux cas, quand c'est un asile individuel, c'est ce que vous évoquez, il y aura un éclatement de la communauté, et quand c'est un asile collectif, encore faut-il trouver un État qui accepte de recevoir une communauté conséquente de population. La troisième voie qui peut peut-être vous convaincre, c'est l'acquisition de territoires. Puisqu'il n'y a pas de territoire sans maître à notre époque, on va acquérir des territoires par l'achat et pour pouvoir installer ces populations-là sur de nouveaux territoires afin soit de créer un nouveau État ou soit de créer une nouvelle communauté. Donc c'est les trois pistes qui sont envisagées. C'est important de dire aussi que quelques États insulaires comme les îles Kiribati, ils ont déjà un plan national de migration dans la dignité, justement pour essayer déjà de commencer ce travail de relocation des populations tranquillement, de façon planifiée dans la dignité, sans attendre les moments d'urgence, et notamment avec l'acquisition des territoires ailleurs. Et aussi en essayant d'avoir des accords régionaux, bilatéraux, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont voilà, les pays plus proches et qui pourraient aussi recevoir ces populations, même si les jurisprudences en Nouvelle-Zélande ne donnent pas beaucoup d'espoir. Autre question? Bonjour. Vous avez évoqué la nécessité de débloquer des fonds. Vous avez parlé également de la différence de l'affection selon les pays, en le cas des Pays-Bas ou des pays du Pacifique. Mais est-ce que c'est suffisant? Qu'en est-il, entre guillemets, de la maturité politique, si je puis dire, du pays, du poids de la corruption notamment? Haïti, par exemple, a reçu énormément de fonds. On peut être assez critique, ou en tout cas se poser des questions quant à leur affectation et ce que ça a donné. Est-ce que cet élément en fait, est pris en compte dans les recherches aujourd'hui, dans les travaux? C'est une très bonne question. Oui, pour l'affectation des fonds, en fait, il faut bien évidemment prévoir ces fonds, mais encore faut-il prévoir aussi leur bonne gestion. Donc actuellement dans la doctrine, je pense que ce qui est légitime, ce qui est compréhensible, on se focalise énormément sur la responsabilité des États riches, des États pollueurs, des États qui doivent financer l'action climatique, mais il n'y a pas eu suffisamment d'études sur, ou même de propositions sur la bonne gestion des fonds qui seront alloués à l'action climatique. Et donc je pense que comme l'aide au développement et d'autres aides, ça va venir, mais tardivement, j'imagine. Mais moi, par exemple, dans le cadre de mes recherches, j'insiste sur le fait qu'il est très important comme point de départ de mentionner, de marteler sur la responsabilité des États riches, des États pollueurs. Donc ils ont cette responsabilité de financer l'action climatique, de financer les mesures d'atténuation, les mesures d'adaptation au changement climatique, mais encore faut-il que aussi les États qui reçoivent ces aides gèrent également cet argent de manière responsable. Ces histoires de corruption à laquelle vous faites allusion sont révélatrices. Mais il y a également aussi les inégalités aussi que l'on voit dans les pays du Sud, les discriminations, tout ça aussi rentre dans le cadre de la bonne gouvernance en fait, qui dépasse la seule question climatique. Je voudrais seulement ajouter ce qu'ils proposent les projets de convention de Limoges sur la question des financements, parce que je trouve qu'il y a quelques points très osés et intéressants. Tout d'abord, ce Fonds mondial pour les déplacés environnementaux prévoit que les aides financières peuvent être accordées non pas exclusivement au gouvernement, mais aux organisations régionales, aux collectivités locales et régionales et aussi aux ONG.
Alors, ça n'empêchera pas que des ONG locales ou internationales puissent recevoir ces aides pour qu'elles mettent en place des projets de relocation planifiée ou d'aide au déplacement. Parce qu'il faut considérer ça aussi. Qui va pouvoir se déplacer? Les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, même si elles sont dans une situation de risque, elles ne vont pas avoir les moyens de se déplacer. Alors, les aides, il faut qu'elles soient dans ce sens-là aussi. Pas seulement dans les pays d'accueil pour des mesures de prévention, mais aussi quand ça se passe une catastrophe naturelle ou une situation d'urgence, d'aider ces gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour qu'ils puissent aussi avoir leurs droits au déplacement ou leurs droits à la migration. Ça, c'est une autre question qui c'est aussi dans le projet de convention, c'est les droits au déplacement. Il y a une question que ça se discute dans les contextes des politiques sur l'immigration, c'est de reconnaître ces droits-là et qu'il soit donné les moyens pour ça. Un autre point intéressant de ces fonds, c'est qu'en plus des contributions volontaires des États et des acteurs privés, il prévoit aussi les contributions obligatoires alimentées par une taxe reposant principalement sur les facteurs de bouleversement brutaux ou insidieux susceptibles d'entraîner des déplacements environnementaux. Ça veut dire, c'est sûr, c'est très ambitieux, mais c'est la création d'une taxe qui pourrait incider sur des activités, des industries polluantes qui ont des niveaux très élevés d'émissions de CO2 ou d'autres activités, comme on a vu, des déplacements provoqués par des grands projets de développement, des barrages, etc. Puis aussi ces activités soient taxées et que cet argent puisse dans le futur aider les personnes à se déplacer dans la dignité et avec sécurité. Autre question? Bonsoir, je vous remercie tout d'abord pour cette conférence d'un grand intérêt pour ma part. Ma question porte davantage sur l'accès aux juges et le dédommagement, la réparation du préjudice subi par les déplacés environnementaux, et peut-être sur l'utilisation, puisque nous ne disposons pas d'outils contraignants à l'heure actuelle, au niveau international, sur l'utilisation des outils juridiques dont nous disposons à l'échelle régionale. Je pense ici à l'Europe et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. À la jurisprudence qui tourne notamment autour du droit à un environnement sain. Et donc je pense actuellement à cet exemple au Royaume-Uni, ces populations touchées par des inondations au nord du Royaume-Uni. Serait-il envisageable pour le déplacé environnemental au nord du Royaume-Uni de saisir, une fois les droits internes épuisés, le juge de la Convention européenne des droits de l'homme sur le principe du droit à un environnement sain, peut-être couplé même au droit à la vie. Et peut-être au niveau international, je me pose la question d'une modification, plutôt d'une création d'une convention ab initio, d'une modification des pactes internationaux de 1966. Parce que ce sont des outils non contraignants, certes, mais qui font l'objet d'un large consensus international et qui reconnaissent le droit pour tout individu de vivre dans un environnement qui ne porte pas atteinte à sa vie, qui ne soit pas dangereux. Aussi, je me pose la question d'une opportunité peut-être plus viable, je ne sais pas si le projet de la Convention de Limoges le mentionne, d'une modification de ces pactes de 1966 et quel droit au juge actuellement pour le déplacement environnemental. Bon, les systèmes régionaux et les systèmes internationaux de protection des droits de l'homme, ils peuvent tout à fait être utilisés par les déplacés environnementaux s'il y a des cas de violation des droits de l'homme. Par exemple, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, on a certaines jurisprudences déjà en matière de catastrophes, soit naturelles, soit des catastrophes technologiques. Alors ça veut dire que le sujet des catastrophes, il est déjà d'actualité dans le contexte du système européen de protection des droits de l'homme, même si pour le moment, ce n'était pas le cas des déplacements. Mais ça veut dire que c'est une possibilité, on peut en arriver là, une fois que la Cour elle est ouverte à la question des victimes des catastrophes naturelles et des catastrophes provoquées par l'action humaine. Au niveau des systèmes interaméricains de protection des droits de l'homme, on a des jurisprudences de la Cour en matière de protection des déplacés internes,
très intéressante pour ceux qui reconnaissent comme les droits de se déplacer internes, les obligations de l'État, etc. Mais ce n'était pas un déplacement provoqué pour des questions environnementales. Mais ça veut dire qu'on pourrait avoir une jurisprudence dans ce sens-là. On a perdu une opportunité parce que la Cour elle a été provoquée dans ce sens-là, pour un déplacement provoqué par un grand projet de développement. Mais malheureusement, pour des questions procédurales, cette question-là, elle n'a pas été prise en compte dans la décision de la Cour. Mais ça veut dire que c'est une possibilité et j'envisage aussi la possibilité d'utiliser tous les systèmes de protection des droits de l'homme des Nations Unies également. J'ai fait une recherche. Pour le moment, nous n'avons pas des jurisprudences. Là, ce n'est pas le cas des cours, des tribunaux, mais ce sont les organismes de protection des droits de l'homme des Nations Unies qui peuvent aussi se manifester à travers, par une pétition individuelle de quelqu'un qui a été victime d'une violation des droits de l'homme et qui peut aussi établir des obligations de l'État et des recommandations, etc. Et dans ces cas-là, on n'a rien en matière des catastrophes ou des déplacements. Mais ce sont des voies qui sont ouvertes. Après, il faut toujours penser au long chemin de se déplacer pour en arriver là. On voit quand on fait une étude des jurisprudences environnementales, soit du système interaméricain ou du système européen, on voit toujours, notamment dans les systèmes interaméricains, nous avons la jurisprudence environnementale, elle est fortement liée aux droits des peuples autochtones, qui en fait, ils ne sont pas arrivés là tout seuls. Il y a toujours des ONG très importantes, etc., qui vont les soutenir, qui vont faire tout le travail juridique. Alors, pour les déplacer, j'imagine la même situation. D'abord, voilà, d'épuiser les voies internes, après de connaître ces chemins-là, et de bien défendre sa cause pour pouvoir arriver à une décision favorable. Mais ce sont des voies ouvertes. Donc, pour anticiper sur un recours éventuel devant la Cour européenne des droits de l'homme, deux questions doivent se poser au préalable. Contre qui l'action est portée et justement sur quel fondement. Est-ce que l'action sera portée contre l'état d'origine des personnes qui seront par exemple déplacées à l'intérieur de notre pays? Je pense aux Britanniques qui sont affectés par les inondations, qui vont porter une action devant la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État britannique. Ou est-ce que ça sera les Britanniques qui vont porter une action contre, hypothétiquement, je ne sais pas quel est le pays européen le plus pollueur en Europe, mais admettons peut-être l'Allemagne. Donc, est-ce que cette action-là sera portée contre l'Allemagne? Parce que selon que cette action sera portée contre l'État d'origine ou un autre État, les difficultés juridiques ne seront pas les mêmes. Donc, j'envisage l'option la plus aisée, serait que l'action soit portée devant la Cour européenne des droits de l'homme contre le Royaume-Uni, contre l'État d'origine, étant donné que la Convention européenne des droits de l'homme met à la charge des États des obligations pour assurer la protection des personnes résidant sur le territoire. Donc la Cour a déjà condamné les États pour des risques environnementaux qui ont affecté les citoyens, les individus qui résidaient sur le territoire en question. Et les États ont une obligation positive de mettre en place des mesures nécessaires afin de protéger les personnes contre tout risque, en vertu par exemple du principe de précaution qui est actuellement reconnu par la Cour et qui fait souvent référence à ce principe-là, mais aussi, même si elle ne cite pas explicitement le droit à un environnement sain, elle assure le respect du droit à un environnement sain par ce qu'on appelle un mécanisme de ricochet en assurant le droit à la vie, le droit à une vie privée familiale. Donc quand les personnes encourent des risques qui sont liés à des dégradations environnementales qui affectent le droit à la vie ou le droit à une vie privée familiale, la Cour n'hésite pas à mettre en place à la charge des États des obligations positives et à condamner les États pour ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires pour assurer leur protection. Quand c'est un autre État qui est concerné, le problème se complique, puisqu'il revient à reconnaître des obligations extraterritoriales.
Et j'ai aussi évoqué tout à l'heure le lien de causalité, le problème du lien de causalité. Comment peut-on attribuer les émissions d'un État spécifique aux dommages subis en particulier par des populations du Yorkshire, si je ne me trompe pas, en Royaume-Uni. Donc, selon que l'on attaque notre propre État ou un autre État, les problèmes juridiques ne sont pas les mêmes. Pour revenir aux amendements des pactes, les pactes sont déjà contraignants, c'est des instruments juridiques contraignants qui sont adoptés, ratifiés par un nombre d'États. Et leur amendement, je trouve que c'est très difficile, même presque inenvisageable. Et je pense que les pactes renferment le nombre de droits nécessaires pour assurer les droits des personnes déplacées par les changements climatiques, mais c'est surtout la reconnaissance des obligations extraterritoriales qui pose problème. Et le pacte a des organes de contrôle, donc les deux pactes ont des organes de contrôle qui ont une jurisprudence, je pense, convenable en matière de protection du droit à l'environnement. J'ai une précision, c'est parce qu'en fait, il a eu une pétition des Inuits présentée à la Commission interaméricaine des droits de l'homme au début des années 2000. Et malheureusement, pour la Commission, elle s'est sentie démunie pour traiter cette question. En fait, c'était contre les États-Unis. Déjà, c'est un problème parce que les États-Unis, ils n'ont pas signé la Convention américaine sur les droits de l'homme. Ils n'acceptent pas la juridiction de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Alors je pense que ça a pesé aussi, mais ils sont partis, ils ont signé la déclaration interaméricaine des droits de l'homme, qui n'a pas le même poids de la Convention, mais c'est par là que les Inuits, ils ont essayé de rapprocher la responsabilité des États-Unis pour les changements climatiques. Là, c'était vraiment le cas des déplacements, des changements de leur mode de vie, en conséquence du changement climatique, et vu que les États-Unis, c'était un des principaux pollueurs, mais les Inuits, ils ont pris la décision d'attaquer les États-Unis devant le système interaméricain des droits de l'homme. Malheureusement, la Commission, elle n'a pas accepté cette pétition-là face au problème d'établir les liens de causalité. Oui, j'avais une dernière question sur le rôle du Haut-Commissariat aux réfugiés. Un département vient récemment de s'ouvrir à Genève justement pour étudier un peu plus précisément les déplacés environnementaux et leur statut en droit. Et je voulais savoir si, à votre avis, ce serait possible que le HCR ait un rôle à jouer comme partie tierce dans les accords bilatéraux. Je pense notamment par exemple à l'Inde et au Bangladesh. On sait que beaucoup de déplacés environnementaux du Bangladesh vont devoir, il va y avoir des déplacements internes mais aussi externes, et donc l'Inde va être évidemment touchée. Et les relations entre les deux États sont assez conflictuelles depuis plusieurs années. Et dans ce cas-là, est-ce que le HCR peut avoir une autorité de modérateur et d'arbitre entre guillemets? Donc, le HCR n'a pas de mandat juridique pour prendre en charge les personnes qui sont déplacées par les causes environnementales, mais ce n'est pas pour cela qu'il ne le fait pas, parce que le HCR s'est engagé depuis pas mal d'années sur le terrain dans ce qu'on appelle l'approche cluster, donc c'est une approche sectorielle, une approche coordonnée de toutes les organisations humanitaires. Et le HCR se charge quand même du volet des déplacements en fait, climatiques et environnementaux de manière générale. Donc il joue un rôle très très important malgré le fait qu'il n'a pas de mandat qui lui est attribué explicitement et juridiquement par les textes internationaux. Donc, le HCR a fait un travail conséquent d'advocacy en fait sur la problématique des déplacements climatiques, et tant en menant des études afin de clarifier, d'identifier les problématiques, et c'est également un porte-parole, je pense, à mon avis, on me reproche souvent d'être très douce à l'égard du HCR, mais c'est son action en fait dans les conventions, dans les manifestations internationales. Le HCR essaye quand même de populariser un peu cette problématique au sein des conférences internationales auprès des dirigeants
les dirigeants internationaux. Et le ASEAN actuellement joue un rôle important dans ce qu'on appelle le Advisory Group, qui est constitué de plusieurs organisations internationales afin de réfléchir justement de manière plus active sur cette problématique-là. Et pour la problématique le problème entre l'Inde et le Bangladesh, en fait, vous avez cité ce cas qui est très emblématique, mais il le fait, je pense, à toutes les échelles et dans tous les continents. Je pense que ça passe aussi par la question de réfléchir si c'est le cas des choix à faire dans ces nouveaux cadres de protection des déplacés environnementaux au niveau international. C'est le besoin de créer une nouvelle structure institutionnelle, une nouvelle gouvernance, si on va en fait profiter des organismes déjà en place et les réaménager ou les attribuer des nouvelles fonctions par rapport aux déplacés environnementaux. Des projets, des propositions qu'on a, des réglementations au niveau international, la plupart prévoient la création de nouvelles institutions. Il n'y a qu'une proposition qui est dans le projet de protocole sur la reconnaissance, protection et réinstallation des réfugiés climatiques à la Convention sur le changement climatique, qui ne prévoit pas la création de nouvelles institutions, mais l'utilisation des organismes déjà en place. La question, c'est que le Haut Commissariat pour les réfugiés, il n'a pas les moyens aujourd'hui d'assumer cette responsabilité-là. Déjà, il fait un gros travail par rapport aux réfugiés. Il n'a pas les moyens et les mandats pour ça. C'est pour ça que je pense qu'il travaille beaucoup. Il connaît l'importance du sujet. Ce n'est pas qu'il ne s'intéresse pas ou qu'il trouve que ce n'est pas une question urgente. Il s'intéresse beaucoup au sujet, travaille beaucoup là-dessus. Mais le haut-commissaire, il y a plusieurs manifestations publiques déjà en disant qu'il y a un vide juridique, il y a un manque d'attribution spécifique de ces mandats à une organisation spécifique ou la création d'un organisme international, exemple de ce que propose le projet de Limoges avec l'Agence mondiale pour les déplacements environnementaux. Merci. Autre question? Il reste 3 minutes. Profitez-en. Bonsoir, merci. Concernant le statut de réfugié, je sais qu'il y a eu une réforme l'année dernière pour renforcer, non, le droit d'asile, voilà. Et donc je veux savoir s'il parlait de cette question, ou même dans les débats parlementaires, s'il y avait eu une avancée en France. Merci. Sur les droits français, je ne peux pas me manifester parce que je ne connais pas exactement les droits français pour l'immigration, les réfugiés, etc. Mais je peux dire qu'au niveau européen, il y a une proposition de résolution du Parlement européen pour la création d'un statut des réfugiés climatiques. Ça, c'est une grande nouvelle. Et aussi, c'est intéressant pour la terminologie qu'ils ont choisie, effectivement, réfugiés climatiques comme le débat aujourd'hui. Il parle de la constatation que le statut des réfugiés climatiques n'est pas encore prévu dans les droits internationaux ni dans les droits européens. Et en conséquence, il invite la Commission à proposer des critères définissant le statut des réfugiés climatiques. Ce serait justement le premier pas, des critères objectifs et clairs pour définir cette catégorie-là. Il faut voir à la suite, savoir comment on va attribuer ces statuts des réfugiés climatiques. Je pense que la réforme à laquelle vous faites référence, c'est la réforme qui est relative au délai de traitement, à la manière de traiter les demandes d'asile et les demandes de statut de réfugié, mais aucune référence n'a été faite à la problématique des déplacements liés aux causes environnementales. Et en Europe, par exemple, on a 3 pays, donc la Suède, la Finlande et le Danemark, qui font référence à la cause environnementale pour l'attribution justement du statut de réfugié aux personnes qui sont déplacées par des causes environnementales. Hormis ces 3 pays, il n'y a aucun autre pays en Europe qui attribue le statut de réfugié aux personnes qui sont déplacées par les dégradations environnementales.
Mais en France, je pense que cette problématique, je pense que cette voie-là ne sera pas envisagée. Peut-être une autre voie alternative, notamment la création ou l'élargissement de la protection subsidiaire, mais non l'attribution du statut de réfugié. Peut-être une dernière question? Bon, écoutez, j'ai l'impression que vous êtes tous rassasiés par toutes ces informations, ces éclairages que les deux experts nous ont apportés. En tout cas, je tenais en votre nom à les remercier, Fernanda et Emmett, qui sont venus du Sud-Ouest spécialement pour cette rencontre. Donc, c'est sympa. Et puis, remercier une fois de plus la bibliothèque Slav-Havel pour son accueil. Alors, pour toutes les questions au-delà, je voulais préciser aussi, au-delà des réfugiés environnementaux liés aux questions de migration, naturellement, il y a une référence qui s'impose, c'est bien sûr la revue cause commune de la CIMAD, puisque nous abordons tous les trimestres des thèmes à chaque fois nouveaux. Pour ceux qui ont eu la flemme de prendre des notes, mais qui aimeraient bien revenir sur ce sujet, eh ben, je leur donne rendez-vous, c'est le mois de mars, Raphaël, la parution avril, au mois d'avril, donc le prochain numéro, grâce au bon soin de Françoise, le prochain numéro donc intégrera, comme d'habitude, au milieu du dossier, un très grand résumé de cette rencontre d'aujourd'hui. Voilà. Merci à vous et à la prochaine fois.